Nouvelle journée, ville morte au Tchad de 6h du matin à 16h ce mardi. Objectif, protester contre le pouvoir d'Idriss Déby Itno, déjà mis en difficulté par une série de grèves des fonctionnaires et des étudiants en colère après des mesures d'austérité. Le mot d'ordre a bien été suivi à la base de cette fronde. Le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Les griefs faits au président Déby, président d'exercice de l'Union africaine, sont-ils pertinents? Que faire pour décrisper la tension sociale? Le président Déby, qui a manqué à l'appel de Marrakech pour le rendez-vous de la COP22, semble plutôt suivre de près la situation. Tchad, manifestation anti-Déby, faux procès au président ou juste revendication des frondeurs. Premier débat du jour sur angle de vue. Ensuite, en Haïti, le parti PHTK et les partisans de Fanmi Lavalas ont chacun proclamé ce lundi la victoire de leur candidat au premier tour de l'élection présidentielle. Des déclarations prématurées car le dépouillement des bulletins de vote déposés dans les urnes dimanche est loin d'être achevé, mais en plus, seul le Conseil électoral provisoire est habilité à publier les résultats. 6,2 millions d'électeurs haïtiens se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire le président ainsi que des députés et des sénateurs dans un pays qui peine à se relever. Deux partis revendiquent la victoire à la présidentielle en Haïti, source de nouveaux risques d'implosion pour un État déjà miné par de nombreux maux. La question sera posée sur un débat du jour sur votre émission Décryptage de l'actualité sur le continent africain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur SICA. Voici pour vous le flash d'information, l'essentiel de l'actualité sur le continent. En République démocratique du Congo, près d'une dizaine de mouvements citoyens et regroupements de jeunes opposants ont annoncé ce mardi à Kinshasa le lancement d'une campagne dénommée Bye Bye Kabila pour inviter le président à quitter son poste à la fin de son mandat le 20 décembre. Ces mouvements organisent une marche pacifique vendredi en vue de signifier à Kabila qu'il est temps et qu'il doit entrer dans l'histoire à travers une alternance à la tête du pays. L'ONU a mis en garde contre une recrudescence de la violence ethnique au Soudan du Sud, alors que de nouveaux affrontements ont forcé des milliers de personnes à fuir le United States. Un accord de paix signé en août 2015 par Salva Kiir et Riek Machar avait laissé entrevoir la paix jusqu'à ce que les combats reprennent dans la capitale Djouba en juillet 2016. Au Kenya, plusieurs inconnus armés ont ouvert le feu mardi matin sans faire de blessés dans l'enceinte d'un lycée du comté de Wajir dans le nord-est. Les faits se sont déroulés vers 8h GMT alors que plusieurs dizaines de lycéens passaient un examen d'histoire. Selon le préfet de la région, 6 policiers étaient affectés à la sécurité. Ces derniers ont tiré en direction des assaillants qui ont pris la fuite. Les élèves ont été invités à reprendre leur place et à terminer leur épreuve environ 30 minutes après l'incident. Tchad, manifestation anti-Déby, faux procès au président ou juste revendication des frondeurs. Le débat s'installe après ceci. Nos invités du jour, Aimé Tchefa, sociologue et expert en stratégie de développement. Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Face à vous, Héribert Label Adjovi, journaliste, spécialiste des juridictions internationales. Aimé Label, bienvenue. Bienvenue. Ma première question est pour vous, Aimé Tchefa, boutique fermée, pas d'affluence ce mardi. Le mot d'ordre du FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, a bien été suivi. Que demandent les grévistes concrètement? Merci. En fait, il faut expliquer que l'histoire politique du Tchad n'est pas restée sans être écrite par Idriss Déby Itno, qui, depuis 1979, lors de sa formation, en tant que pilote spécialisé dans le transport des troupes, jusqu'à cette date-ci, a joué un rôle important, un rôle de premier rang. C'est d'ailleurs cela qui lui a permis d'accéder à la magistrature suprême à l'âge de 38 ans, en 1990, et que de 90 et jusqu'à aujourd'hui, il a bénéficié de 5 mandats à la tête de l'État. Alors, voulant faire des revendications, il faut tenir compte de cette grande longévité, de cette grande accointance avec la France qui est intervenue 3 fois de suite pour le rétablir au pouvoir.
et que depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui pouvaient lui faire ombrage, notamment ses deux cousins, Mahamat Itno et Diabossou, qui aujourd'hui ne sont plus présents. Alors quand vous prenez tous ces éléments et que vous mettez ensemble, il n'est pas difficile de comprendre que en fait il est quasiment seul sur le terrain, qu'il contrôle et maîtrise depuis plusieurs décennies. Mais cela n'occulte pas le fait que ce que demande l'opposition est une réalité, puisque au total, que ce soit Saleh Zabo ou Jean Bosco Magali, ne demandent que l'alternance au pouvoir, puisque dans la définition de FONAC, vous avez alternance et changement, les deux initiaux finales qui sont importants. Et on peut dire que c'est pertinent au regard du fait que le président Déby est au pouvoir depuis bientôt 25 ans. Donc c'est une réalité, c'est pertinent. Mais en termes de stratégie, de stratagème politique à mettre en œuvre pour le renvoyer ou lui arracher le pouvoir, je crois qu'ils ont mal joué. Ce débat se serait bien mené en février dernier, lorsqu'ils se préparaient pour accéder au pouvoir. Alors, Bella Diouvy, il y a eu des écoles privées fermées. Outre ces écoles privées-là, on sait déjà que les écoles publiques n'ont pas rouvert parce qu'il n'y a pas eu de rentrée. C'était prévu depuis le 15 septembre dernier. Ça fait quand même quelques mois que ça traîne, qu'il n'y a pas rentré parce qu'il y a grève. Les enseignants sont en train de gréver. Est-ce que le Tchad aujourd'hui est un pays malade? En tout cas, le Tchad qu'on connaissait, un pays où il y avait beaucoup de troubles. Il faut dire quand même qu'avec l'arrivée du président Idriss Déby Itno, les choses se sont stabilisées peu ou prou. Mais depuis un bon moment, on a commencé à constater de la fébrilité au niveau du système politique tchadien. Et en février dernier, l'histoire de cette jeune fille de 17 ans, Ozuna, si mes souvenirs sont bons, a failli faire partir le régime du président Idriss Déby. Mais de la jeune fille qui a été violée. Tout à fait, par cet agresseur qui sont des fils de généraux de l'armée et de ministres, ce qui était une situation explosive. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus parce que le régime n'a pas tout prévu. On ne peut pas tout prévoir, mais gouverner, c'est prévoir quand même. On sait que 2/3 du PIB tchadien et également 70% des ressources budgétaires du Tchad viennent de la rente pétrolière. Et depuis que le prix du baril a chuté fondamentalement, ça a joué un rôle déstabilisateur de l'économie tchadienne. À cela, il faut ajouter bien évidemment les raids de la secte islamiste Boko Haram, ce qui a fait que le Tchad a décidé de fermer sa frontière avec le Nigeria. Or, le Nigeria, première économie africaine et surtout premier partenaire économique du Tchad, alors ça pose un véritable problème. Et aujourd'hui, le Tchad se trouve confronté à beaucoup de problèmes. Le FONAC demande quoi? D'abord que les salaires soient payés, les arriérés de salaire soient payés. Le FONAC demande également que l'on puisse arrêter les mesures de restriction à cause justement de cette situation économique morose. Et puis la bonne gouvernance. Maintenant, il va falloir quand même que les uns et les autres sachent raison garder pour que la situation ne dégénère. Alors, Metchefa, on reproche quand même au président Déby de ne pas réduire le train de vie de l'État. Aujourd'hui, le président lui reproche de ponctionner sur les couches les plus défavorisées pour nourrir soit sa propre soif ou pour nourrir le train de vie de l'État, qu'il aurait pu penser à baisser aussi. Il faut préciser que c'est en 2003 que le Tchad a commencé par exporter du pétrole brut. Sinon, dans le départ, c'était le coton, l'arachide et les bœufs. Alors, la rente pétrolière, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, a fait que le Tchad, tout de suite, s'est donné un nouveau rôle
pas seulement dans la sous-région de l'Afrique centrale pour le CEMAC, mais également pour nombre de pays africains. Parce que vous avez également les pays comme le Soudan, qui font frontière avec le Tchad, et là nous sommes quasiment dans la corne de l'Afrique, ou l'Afrique de l'Est. Vous avez de l'autre côté le Niger et le Nigeria, qui sont des pays de l'Afrique de l'Ouest, et que le Tchad, à partir de sa position médiane de l'Afrique, qui se trouve être enclavée, mais qui justement fait frontière avec plusieurs pays de toutes parts de l'Afrique, puisque également au nord vous avez l'Algérie, fait que le Tchad, avec la découverte de la rente pétrolière, tout de suite s'est vu développer des aptitudes de puissance militaire. Alors, qui parle de puissance militaire parle de beaucoup de ressources financières, de gros moyens pour pouvoir financer les opérations militaires, parce que les opérations militaires, c'est de l'équipement et des engins lourds. Ce sont des hommes et des femmes qui, une fois en mission dépêchés, il faut les payer, il faut acheter la technologie, il faut payer les coûts dispensés par les instructeurs militaires, et il faut également disposer d'un grand arsenal de renseignements. Et les renseignements, ça coûte essentiellement cher. Alors, sur ce front où le Tchad s'est positionné, c'est beaucoup d'argent. Le second front sur lequel le Tchad s'est positionné, c'est la lutte contre le djihadisme, notamment le Boko Haram et les autres groupes d'autodéfense ou des groupes rébellions qui se trouvent également dans le Sahel, qui abordent, disons, une mince partie désertique du Tchad. Tout cela vient gonfler le budget général de l'État tchadien et qui, du jour au lendemain, propulse un pays au rang de puissance militaire, alors que ce dernier n'a pas fini de régler les problèmes socio-économiques liés à sa propre vie et également aux survies de ses habitants et citoyens. À partir de ce moment, les autorités tchadiennes se retrouvent dans l'obligation de faire des coupes sombres sur des secteurs, je dirais, essentiellement vitaux. L'éducation, la santé, l'agriculture, les routes, sur ces secteurs vitaux pour pouvoir donc financer ces deux fronts, c'est-à-dire puissance militaire pour jouer un rôle avant-gardiste en Afrique à partir de l'Afrique centrale, et ensuite puissance pour lutter contre le djihadisme, Boko Haram, les groupes d'autodéfense et les rébellions. Donc voilà la situation au sein de laquelle le Tchad se retrouve aujourd'hui. Et je crois que faire marche arrière, c'est ne pas tenir ses engagements. C'est aussi montrer que ce pays pourrait devenir inutile au regard de la France, des États-Unis et de l'Allemagne, parce que je ne vous rappelle rien, que je ne vous apprends rien en vous rappelant que le président Idriss Déby dernièrement était en visite officielle au Tchad et en Allemagne, et qu'il a été reçu par Angela Merkel. Donc tout cela a un coût, et quelque part le peuple est en train de payer de sa sueur et de son estomac. Alors, Ebel Abelajovi, il ne faut pas oublier aussi la Turquie. Il y était aussi récemment. Ebel Abelajovi, aujourd'hui, on parle des hôpitaux qui n'assurent que le service minimum. On sait aussi que l'administration est en grève. Donc, tous les pans, carrément, de l'économie tchadienne aujourd'hui, ils sont en train de grincer des dents. Est-ce que le président Déby est contesté aujourd'hui? Ah, mais en tout cas, lorsque le peuple a faim, le peuple cherche à savoir qui est responsable, et qui est responsable, c'est celui à qui les destinées du pays sont données. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement, depuis le 15 septembre, la rentrée devrait commencer officiellement, ça n'a pas débuté. Les hôpitaux également, l'administration roule au ralenti, c'est la situation qui est là. Et puis, vraiment, deux mouvements déjà. Le 17 novembre, le jeudi 17 novembre, un meeting de l'opposition qui a été maté, si l'on peut s'exprimer ainsi, une trentaine d'opposants arrêtés selon l'opposition, mais la police parle de 16. Et puis, en fin du mois prochain, les femmes syndicalistes de l'Union des syndicats du Tchad entendent organiser une marche pacifique soutenue par ce fameux mouvement également, ça suffit.
Et puis, ce mouvement Ça Suffit qui entend le 1er décembre prochain organiser ce qu'il appelle les funérailles du régime Idriss Déby Itno. Donc, tout ça mis ensemble, ça montre quand même qu'il y a de problèmes, que le régime est ébranlé. Parce que, vous savez, lorsque vous ne pouvez plus payer les salaires, lorsque vous soumettez le peuple à des mesures drastiques, lorsque le peuple a à redire par rapport au train de vie de l'État, tout ça ensemble, ça amène le peuple à se poser des questions s'il ne faut pas changer la lame, comme le dirait l'autre sujet du peu. Donc, je pense que le régime Déby est ébranlé, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre alternative? C'est tout un débat. C'est tout un débat qu'on peut faire. Mais est-ce que le régime est bousculé? Oui, le régime est bousculé. Et pour qui connaît le Tchad, avec ce que le Tchad a été dans le passé, avec vraiment les bouleversements qu'il y a eu, on souhaiterait juste qu'on ne reprenne pas avec ce qui s'est passé dans un passé pas très très lointain. Alors, Aimé Tiafa, Bella Bella Diovi fait bien de le souligner. Historiquement, le peuple tchadien est un peuple très fier, qui peut mener de longues luttes. Est-ce que aujourd'hui le président Déby ne doit pas faire attention à tout ça et essayer de trouver réellement et rapidement des solutions pour pallier aux difficultés? Oui, le président Déby connaît bien son pays. Je ne vous rappelle rien en vous disant que en mai 2005, il était déjà quasiment déposé. C'est l'armée française elle-même qui est intervenue pour le maintenir au pouvoir. Il n'a pas oublié. Disons que sur le quart de siècle que le président Déby a passé au pouvoir, lui-même en tant que militaire, est allé au front 7 fois et a tenu les armes lui-même. Donc il connaît bien le pays, il connaît les situations qui peuvent conduire à sa déstabilisation, et étant donné que lui-même a atteint son apogée et que donc à partir de ce moment on peut espérer une sorte de déclin, c'est donc une évidence que l'usure a eu le temps de faire son œuvre. Maintenant, ce qui est important, est-ce que le Tchad, à la croisée des chemins, au regard de tout ce qui s'est passé depuis Boukouni Wédé, en passant par Hissène Habré jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas faire son bilan et trouver sur quel pied partir? Parce que je vous rappelle que lorsque le président Déby était dans les maquis en 1990, son MPS, Mouvement patriotique pour le salut, qui au départ est un mouvement rebelle, est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Mais ça dit que ce mouvement n'a pas suivi de dynamique. Si, il a suivi de dynamique. Quels sont les défis actuels, les défis présents auxquels le Tchad doit faire face et pour quels enjeux? Cette république, vaste république, parce que 5e pays le plus vaste de l'Afrique, n'a-t-il pas besoin aujourd'hui de faire de la prospective sur une horizon, je ne sais pas, 2040-2045? Pardon. Donc voilà autant de préoccupations importantes qu'il faut absolument intégrer. Voilà. Et de la vie, l'opposition a lancé un appel pour soutenir les populations victimes de la mauvaise gestion du pays, désormais proche de la banqueroute. Ce sont là les propos de Saleh Kebzabo. Est-ce que son rôle d'opposant touche réellement du doigt le problème? En tout cas, le problème est sérieux, et une fois encore, gouverner, c'est prévoir. C'est vrai que jusque-là, la rente pétrolière permettait de donner de la valeur au PIB tchadien, avec plus de 70%, avec plus de 2/3 du moins, de 2/3 du PIB tchadien viennent de la rente pétrolière, également 70% des recettes budgétaires de l'État tchadien viennent de la rente pétrolière. Donc si on met tout ça ensemble, ce qui était dommageable, parce qu'en matière géostratégique, il y avait quelque chose qui n'allait pas pour des stratèges quand même, et pour le stratège que constitue le président Idriss Déby Itno. Ce qui se faisait, c'est quoi? Ce qu'on recueillait de la rente pétrolière était utilisé pour alimenter les autres secteurs économiques, parce qu'il y en avait pour le faire. Aujourd'hui, que cette rente
n'est plus ce qu'elle était, alors ça a déstabilisé tout le système économique. Et maintenant, avec Boko Haram, tout le reste, ça a posé un véritable problème. On se retrouve dans une situation compliquée. Alors, ce qu'il fallait faire, tout en diversifiant les activités, il fallait voir comment mieux utiliser cette rente pétrolière. Parce qu'en dehors de ce que les autres secteurs de l'économie étaient renfloués et autres, ça servait aussi à calmer l'opposition, à calmer tous ceux qui pouvaient s'agiter. Maintenant que cette manne n'est plus là pour continuer de jouer ce rôle, ça pose un problème. Et n'oublions pas, Idriss Déby Itno, c'est qui? C'est le président en exercice de l'Union africaine. Et donc, nous, en tant qu'Africains, qui voulons nous positionner comme des acteurs crédibles sur la scène internationale, nous avons tout intérêt que le Tchad revienne à une situation normale et que cela ne nous fragilise pas. Donc c'est pour cela que nous avons tout intérêt à ce que ce soit l'opposition comme le pouvoir en place, qu'il y ait vraiment un mécanisme qui permette de sortir de ce cercle infernal, parce que ne l'oublions pas, le Tchad a vécu des situations difficiles dans le passé avec des guerres ethniques et tout le reste. Tout ce vivier-là est présent. Il va falloir que les choses ne débordent pas. Madeleine Allenguer, le porte-parole du gouvernement, reproche à l'opposition de faire de preuves d'opportunisme politique et de la récupération politique. Non, l'opposition, en fait, elle a le dos au mur. Elle a le dos au mur en ce sens qu'il lui manque de punch réel. Soyons sincères, c'est pas Saleh Kebzabo ou Jean Bosco Magali qui ont suffisamment de notoriété aujourd'hui pour renverser Idriss Déby. Le vrai coup, le vrai élément déclencheur, ce qui pourrait réellement constituer de détonation pour créer, je vais dire, un changement réel ou radical à la tête de l'État, c'est bien un coup du peuple. Et il est important de rappeler que dans les bilans des chefs d'État, les défis sociaux et économiques sont très importants. Que vous ayez été une puissance militaire ou si vous voulez, toutes sortes de puissances, et qu'à l'intérieur, les gens n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour, qu'il y en a de vos compatriotes qui, face aux services sociaux de base, n'arrivent pas à avoir la qualité ou la continuité, cela pose à tout point de vue un problème. Alors, l'opposition, elle, dans la situation dans laquelle elle est, elle ne peut que s'appuyer sur ces points qui dénotent de façon flagrante la déficience du président Idriss Déby, qui, de ce point de vue, n'a pas réussi à apporter réellement à son peuple tout ce qui lui serait nécessaire pour son épanouissement. Il y a également une question très importante qu'il faut souligner ici. Cette question est relative, je dirais, à la bonne ambiance et à la stabilité sociopolitique au regard du contexte multiculturel qui est celui du Tchad. Le président du groupe ethnique Zagawa, c'est pas moi qui vais vous dire ce que ça signifie, allez chercher. À côté, vous avez les Saras, qui sont soit des animistes ou des chrétiens et qui représentent à hauteur de 19% l'élite intellectuelle ou l'intelligentsia du pays, plus les autres groupes ethniques. Alors, il a été souvent tassé, le président Déby, de tout faire pour les siens, d'avoir un regard particulier pour les siens. Plus les groupes ethniques venus du Soudan d'à côté, je crois que ça fait un peu trop de dissensions, de divisions socio-ethniques et communautaires au sein de ce pays, dont il faut également tenir compte dans sa gestion. Au total, c'est qu'il est observé des fissures très béantes au sein de l'édifice que constitue la République tchadienne. Alors, Emel Abeladouvi, il y a le gouvernement du Premier ministre Albert Pahimi Padaké qui a été visé le jeudi dernier par une motion de censure déposée par le FONAC et rapidement, le vote à bulletin secret a été reporté sine die. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui a peur ? Ah, mais le gouvernement a peur, le gouvernement doit avoir peur, parce que si ce n'est que l'opposition qui s'agite, c'est pas grave. Mais lorsque les syndicats s'y mêlent, et surtout lorsque les femmes
s'y mêlent et que les étudiants et qu'il n'y a plus possibilité d'aller vraiment à l'école et que l'administration, la santé, c'est-à-dire tout ce qui constitue les secteurs névralgiques du pays sont dans une situation de cessation de travail, ça pose un véritable problème. Et si vous ne pouvez pas payer les salaires, alors le peuple ne peut plus véritablement se sentir en sécurité. Et lorsque le peuple a le dos au mur, vous pouvez imaginer la suite. On le sait dans tous les pays africains, tout ce que cela a amené. Donc, oui, le gouvernement doit nourrir de véritables inquiétudes. Maintenant, une fois encore, il va falloir que opposition et mouvance présidentielle peut s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, est-ce que si le gouvernement estime qu'il ne peut plus faire tout le job, est-ce qu'il va falloir que les uns et les autres s'asseyent autour d'une table pour voir comment sortir de cette situation? Parce que c'est une situation véritablement confuse, mais une fois encore, je trouve que nous avons toujours en Afrique, et on a fait le débat toutes les fois, une opposition qui n'est pas toujours aussi responsable qu'elle devrait être. Lorsque tout va bien et qu'il y a des moyens qu'on peut prendre pour acheter, entre griffes, l'opposition est prête. Maintenant, lorsque le gouvernement se trouve en difficulté, évidemment, ils sont dans leur rôle, mais ça pose un problème de la morale politique. Maintenant, d'autres me parleraient de ce que la réelle politique demande à ce que si l'on peut arriver à tirer profit du malheur de l'autre, il faut le faire. En tout cas, le gouvernement a bien évidemment de la crainte à avoir par rapport à cette situation. N'oubliez pas que ce mouvement, ça suffit, voudrait le 1er décembre prochain faire les funérailles du gouvernement Déby. Alors, vous avez bien fait de parler de l'opposition, puisque plusieurs d'entre eux ont été interpellés, on le sait. Ils manifestaient contre l'interdiction d'un meeting contre le régime du président Idriss Déby. Est-ce que pour décrisper la tension dans le pays, on ne devrait pas laisser les gens s'exprimer? Je veux parler d'autoriser ce type de manifestation, quitte à laisser les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Oui, le meeting dont vous parlez, c'est le meeting de l'après-midi du jeudi 17 novembre dernier. Je pense qu'effectivement, vous savez, en politique, c'est admis. Lorsque vous avez une opposition qui se soulève contre vous, on arrête quelques-uns et ça devient évidemment une monnaie de change où ça rentre dans les négociations. Je pense que de toutes les manières, après tout ce qui se passe, à moins que le peuple, évidemment, sorte dans la rue et que, comme ce qui se passe actuellement, ça devient une grève générale, l'opposition et la mouvance vont s'asseoir et c'est là où ils vont discuter. Ce sera une affaire d'échange, de négoce. On va dire, mais on fait sortir ceux qui sont en prison, la trentaine selon l'opposition, 16 selon la police, on les fait sortir, mais contre le fait qu'on aille autour d'une table de négociation. Est-ce qu'il faut un gouvernement d'union nationale? De toutes les manières, c'est qu'on en arrive aujourd'hui. Quelqu'un pouvait dire, Alpha Blondy, pour ne pas le citer, un président élu une fois, élu 2 fois, élu 3 fois, élu 4 fois, ça devient de la dictature. Maintenant, je regarde ailleurs et je vois que ça dépend. Ça dépend parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la chancelière allemande, Angela Merkel, veut encore rester au pouvoir. Ça voudra dire quoi? Le problème véritable que nous n'avons pas un système politique qui émane de nos valeurs intrinsèques en tant qu'Africains. Ça, il faut y revenir. Il faut y revenir. C'est ça le vrai problème. Et puis, bon, nous avons 2 bases militaires françaises au Tchad. La France, avec tout le rôle qu'il joue là-bas, ce que la rente pétrolière a été pour les différentes puissances, je pense que c'est le moment pour ces puissances-là de venir au secours du régime d'Idriss Déby. Maintenant, pour faire plus sérieux, je dirais que vraiment, il va falloir que la situation se rétablisse parce que, une fois encore, le Tchad a la présidence de l'Union africaine et il faut que le Tchad donne un bon signal pour ce continent. Alors, faire rapidement, le ministre de la Sécurité publique avait prévenu que le meeting était interdit. Est-ce que pourquoi alors les opposants tiennent quand même à sortir même quand ce n'est pas autorisé? Mahamat Bachir est en train de jouer le rôle qui est le sien en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et l'opposition, elle aussi, elle est en train de jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire toutes sortes d'actions pouvant conduire à obtenir la démission ou la destitution du président Idriss Déby. Ils l'ont dit, donc l'opposition a clairement fait état
de cette volonté et de ce projet de le faire partie, parce que ça fait 5 mandats successifs à la tête de l'État et qui ne sait pas encore si prochainement le président Déby serait encore candidat en 2021. Étant entendu qu'au regard de tout ce qui est observé, il n'y a pas visiblement de signaux que ce dernier dise qu'il pourrait ne plus accéder au pouvoir. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit à plusieurs occasions qu'il ne trouve pas encore un répondant réel qui pourrait lui emboîter le pas, de sorte que la paix et la stabilité sociopolitique soient garanties et maintenues au peuple tchadien. Alors, lorsque nous sommes dans une situation telle que on ne sait pas trop ce qui pourrait advenir de ce que l'opposition qui s'organise, qui pourrait engendrer une sorte d'insurrection, qui pourrait donc conduire à ce que le président soit simplement déposé, tout pouvoir a pour devoir régalien de maintenir l'ordre public et de réprimer tout mouvement de l'opposition. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Très souvent, c'est comme cela que ça se passe. Je voudrais rappeler au passage que la Constitution de la République fédérale d'Allemagne ne limite pas le nombre de mandats au sommet de l'État, et il en est de même pour la Constitution française. La limitation à 2 mandats que nous voyons en France est une limitation de fait. Cela n'est jamais écrit dans leur Constitution. Et je me souviens bien que lorsque le président Chirac passait son second mandat, qui apparemment est le dernier au sommet de l'État, il était encore crédité de 16% d'intention de vote. Voilà, messieurs, merci pour vos analyses. Ce sera déjà la fin du premier débat. Place aux élections en Haïti, juste après un autre point du Flash. En République démocratique du Congo, près d'une dizaine de mouvements citoyens et regroupements de jeunes opposants ont annoncé ce mardi à Kinshasa le lancement d'une campagne dénommée Bye Bye Kabila pour inviter le président à quitter son poste à la fin de son mandat le 20 décembre. Ces mouvements organisent une marche pacifique vendredi en vue de signifier à Kabila qu'il est temps et qu'il doit entrer dans l'histoire à travers une alternance à la tête du pays. L'ONU a mis en garde contre une recrudescence de la violence ethnique au Soudan du Sud, alors que de nouveaux affrontements ont forcé des milliers de personnes à fuir le United States. Un accord de paix signé en août 2015 par Salva Kiir et Riek Machar avait laissé entrevoir la paix jusqu'à ce que les combats reprennent dans la capitale Djouba en juillet 2016. Au Kenya, plusieurs inconnus armés ont ouvert le feu mardi matin sans faire de blessés dans l'enceinte d'un lycée du comté de Wadir dans le nord-est. Les faits se sont déroulés vers 8h GMT alors que plusieurs dizaines de lycéens passaient un examen d'histoire. Selon le préfet de la région, 6 policiers étaient affectés à la sécurité. Ces derniers ont tiré en direction des assaillants qui ont pris la fuite. Les élèves ont été invités à reprendre leur place et à terminer leur épreuve environ 30 minutes après l'incident. 2 partis revendiquent la victoire à la présidentielle en Haïti, source d'un nouveau risque d'implosion pour un État déjà miné par de nombreux maux. La question sera posée à nos débatteurs du jour. On les retrouve juste après l'intermède. Un débat qui se poursuit avec vous, messieurs Emetiefa et Ribert Label-Adjouvi. Emetiefa, 2 camps qui revendiquent la victoire à une élection avant la proclamation des résultats. C'est quand même du déjà vu en Haïti. Oui, on est très habitué à ça. Et pour qui connaît l'histoire politique de ce pays, très souvent, c'est comme cela que ça se passe. Il n'y a pas de camp qui accepte réellement sa défaite. Sauf que pour ce que nous venons de voir cette fois-ci, les 2 camps protagonistes, qui en fait sont des blocs constitués par d'anciens présidents, parce que vous avez le parti haïtien était calé, le PTHK, qui est le parti de l'ancien président Michel Martelly et dont le candidat est Jovenel Moïse, qui selon eux
a gagné les élections. Et d'ailleurs, ils sont sortis pour proclamer cela de façon publique et officielle, lors d'un point de presse, alors que leur texte précise très bien que c'est la commission électorale provisoire qui n'est pas du tout permanente chez eux, CEP, qui est censé proclamer les résultats sous huitaine. Alors, le camp opposé, qui est le camp de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, le prêtre, et qui a pour candidat Maryse Narcisse du parti Famille Lavalal, qui donc n'accepte pas cette déclaration du camp adverse. Alors qu'il y a plus important dans le pays parce que on vous dit par exemple que pour ces élections, le taux d'abstention est de 78%, plus de 78%, et qu'au total donc 21,5% des Haïtiens en âge de voter ne se sont réellement pas rendus aux urnes, ce qui a donc compliqué la situation, cette situation de guerre qui fait que les bulletins seront comptés bureau de vote par bureau de vote et qui pourraient donc traîner jusqu'à la fin de l'année ou début année prochaine pour la proclamation des résultats. Alors, Mme Nadjouvi, on a déjà vu que la même situation s'était déjà produite en 2015. On avait dit fraude massive. Le président d'alors avait dû céder le fauteuil à la fin de son mandat à un président provisoire. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans une situation où deux camps contestent les résultats. Oui, le 25 novembre 2015 précisément, on pensait à une élection régulière et finalement, les organisations internationales, les observateurs sur place ont dit, telles que les élections se sont déroulées, il y avait de fraude massive et autres. On peut dire quand même que pour cette fois-ci, l'élection du dimanche dernier, du 20 novembre, tout s'est passé dans le calme et apparemment, il n'y a pas de fraude massive. Mais avant de voir une situation, chez nous ici, on dit quand quelqu'un tombe, il ne faut pas voir là où il a tombé, là où il a trébuché, il faut aller voir. Haïti sort, il y a à peine moins de 2 mois, de cette situation critique de l'ouragan Mathieu. Et aujourd'hui, le choléra sévit sérieusement. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est une situation précaire. Le peuple n'a pas le temps d'aller aux urnes. Un peuple à près de 70% analphabètes. Nous nous retrouvons donc dans une situation où les gens ont faim. Les gens sont malades. Et on veut qu'ils aillent aux urnes. Donc les gens ne se sont pas déplacés. Il y a eu à peine 22% du corps électoral qui sont allés voter. Près de 78% du corps électoral est resté à la maison. Je pense que dans ces conditions, on peut savoir que il ne fallait pas peut-être organiser l'élection, mais les gens vont dire il faut forcément, puisqu'il y a eu un président transitoire qui veut partir, il faut forcément organiser la présidentielle, les législatives pour que le pouvoir change de main. Mais il ne faut pas changer de main pour changer de main. De toutes les manières, nous allons voir comment cette situation va évoluer ou que ce soit le représentant des deux partis, qui ne sont que le représentant de deux anciens présidents, que ce soit Michel Martelly et Jean-Bertrand Aristide, se proclament l'un et l'autre président élu. Nous allons voir si le Conseil électoral provisoire va aller dans le même sens. On espère quand même qu'au bout d'ici la fin de cette semaine, qu'on ait vraiment des résultats qui apaisent tout le monde. C'est pas évident, c'est pas évident pour que le deuxième tour soit organisé vers la fin du mois de décembre. Si deuxième tour il y a. Si deuxième tour il y a, mais en fait tout ça c'est vraiment dommageable pour ce pays, Haïti, qui vit toutes les misères, toutes les formes de situations catastrophiques. Si on y ajoute encore une crise électorale, je pense que c'en est de trop. Alors, MTFA, est-ce qu'aujourd'hui, le vrai mal de Haïti, ce n'est pas sa classe politique? Oui, c'est vrai, sa classe politique. Bon, pas vrai mal, parce que partout au monde, quand vous parlez de classe politique, c'est beaucoup de dissensions, beaucoup de conflits, beaucoup de clivages. Mais au vu de tout ce dont souffre le peuple haïtien aujourd'hui, rester là tergiversé, alors que le peuple a faim, c'est quand même grave. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que
au regard de tout ce qu'ils ont vécu comme catastrophe naturelle, au regard même de la situation géographique de ce pays, qui facilite toutes sortes de désagréments, toutes sortes de difficultés naturelles pour ce pays et ses habitants. Ce n'est pas important de rappeler des choses douloureuses, des événements tragiques sur ce plateau. Je crois que la classe politique devrait s'en servir pour s'unir. S'unir, se rétrécir, bâtir de réelles alternatives autour d'un programme. Je crois que ça devrait être une élection où la confrontation devrait avoir lieu autour des idéaux de développement, autour d'un idéal type qui puisse proposer quelque chose, d'abord pour la reconstruction géographique de ce pays, pour les défis économiques, les défis sociaux, avant d'en arriver à la politique. Mais du reste, pour ce qui est observé aujourd'hui, je crois que tout le monde est déçu que les acteurs politiques, de par leur rôle et leur statut, en ajoutent déjà aux nombreuses déficiences engendrées et causées par la nature, alors qu'ils sont censés jouer un rôle pour l'apaisement, le développement. Donc, comme Ribert l'a dit tout à l'heure, il est important que les 4 leaders politiques, c'est-à-dire Moïse Jovenel et Maryse Narcisse. Et Maryse Narcisse, et ensuite ceux qu'ils ont derrière eux, comme mentor. Les anciens présidents et puis les conseillers de tous ceux-là arrivent quand même à s'entendre, parce que c'est l'un des rares pays au monde où vous avez à peine 2 ou 3 groupes ethniques, l'Haïti. Tout le monde parle le même créole haïtien. Donc je crois quand même que ils ont naturellement un certain nombre d'atouts qu'il faut simplement consolider et faire de la politique saine, de la politique du développement. Alors, Emel Abeladjovi, à la communauté internationale qui a salué la bonne tenue du scrutin qui doit permettre de restaurer l'ordre constitutionnel. C'est important aujourd'hui pour Haïti d'avoir une réelle politique de développement. Oui, une réelle politique de développement, mais je pense que tout en n'étant pas haïtien, tout en n'ayant pas eu l'occasion d'aller sur place, quand je vois le tableau qui est là aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une élection dont ce pays a besoin, mais je dirais peut-être un gouvernement d'union nationale. Les Haïtiens qui sont sur le territoire également, la diaspora qui est bien nombreuse, que l'on puisse former un gouvernement d'union nationale pour régler les problèmes réels plutôt que des élections avec tout le reste. Et je pense que la dite communauté internationale dont vous parlez également a une responsabilité lourde, parce que c'est vrai, des milliards sont investis sur place, mais ces milliards retournent dans d'autres poches. Et ça, on le sait également. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème. Il va falloir que les gens aient un minimum de sentiments humains, mais nous savons très bien que ce n'est pas... Les questions de politique internationale ne sont pas des questions d'enfants de cœur. Les gens sont derrière leurs intérêts, les intérêts géostratégiques notamment. Mais il va falloir au moins que le peuple haïtien prenne conscience. Ils ont des cadres, que ce soit à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur du pays, qu'ils mettent en place un gouvernement d'union nationale, un président de transition. Ils peuvent faire le nombre d'années de transition qu'ils veulent. C'est à eux de déterminer leur politique. Je pense que c'est ça qu'on peut retenir. Une élection pour faire la mode, c'est pas de ça qu'on a besoin lorsque le choléra sévit, lorsqu'on n'a pas l'eau, lorsqu'on n'a pas l'électricité, lorsqu'on a une population à 70% analphabète. Et quand vous parlez du nombre de milliards alloués à Haïti, on se demande bien où cet argent passe, parce que, comme vous l'avez dit, le choléra sévit, le peuple a faim. Donc on se demande réellement ce que font les personnes en charge de rendre cet argent disponible pour la population. Ce sera déjà tout pour cette émission. Était sur ce plateau Aimé Tchefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Face à lui, Heribert Abeladjovi, journaliste spécialiste des juridictions internationales. Messieurs, merci d'avoir été avec moi sur le plateau de Angle de Vue. Ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur SICA. À très bientôt.